Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien après cette première journée éclatante et riche en échanges. J'ai pu arpenter les allées de cette rencontre des entrepreneurs de France et Dieu sait qu'il y a eu des échanges, du partage, des rencontres, parfois des rivalités, mais l'idée évidemment c'est de pouvoir échanger, de pouvoir débattre et ensuite de trouver des solutions. Ce que disait le président du MEDEF quand il a ouvert cette première édition des rencontres des entrepreneurs de France. Alors, deuxième journée avec un honneur pour nous d'accueillir quelqu'un qui est engagé personnellement, une personnalité engagée pour le droit des femmes, pour l'éducation des petites filles, contre les violences faites aux femmes. Elle le prouve au quotidien dans tout ce qu'elle fait. Elle a créé une fondation, un do tank pour agir concrètement sur ces différents sujets et plus globalement sur les sujets sociétaux. Elle a organisé pour la première fois un forum, c'était en mars dernier, je crois, réunissant tous les prix Nobel, près de 60 pays. Et je vous conseille d'aller sur un site qui s'appelle standspeakriseup.lu. C'est ça, tout attaché, standspeakriseup.lu. Là, vous avez le droit d'aller sur votre smartphone pour vous connecter avec un engagement pour combattre les violences sexuelles dans les zones sensibles. Elle va nous parler avec beaucoup de conviction, de persuasion et d'émotion. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement, je le répète, c'est un honneur pour nous de l'avoir cet après-midi, Son Altesse Royale, la Grande-Duchesse Maria Theresa de Luxembourg. C'est un plaisir. Altesse Royale, bonjour. Merci. Mesdames et Messieurs les présidents et dirigeants d'entreprises, chers amis, la rencontre annuelle du MEDEF, que vous avez désormais baptisée Rencontre des entrepreneurs de France, a choisi de s'interroger sur les futurs possibles de nos sociétés. C'est une interrogation majeure que tout homme ou femme public partage. Et vu les temps incertains qui nous font face, c'est une interrogation indispensable. Je voudrais structurer mon propos en 3 parties. Premièrement, vous faire partager quelques convictions qui fondent mon action depuis des années. Ensuite, vous pointer des initiatives qui permettent d'agir concrètement et de ne pas se contenter de constater. Enfin, je voudrais formuler quelques pistes d'action pour vous, entrepreneurs engagés. Mes convictions, tout d'abord. Ma première conviction est que la place des femmes dans les sociétés détermine en partie notre avenir commun. L'égalité en droit et en fait, l'éducation des jeunes filles, l'indépendance économique, mais aussi la lutte contre les violences faites aux femmes sont des sujets majeurs. Ma seconde conviction est que nous devons réapprendre à écouter. Nous vivons dans un monde de paradoxes, nous sommes saturés d'informations et en même temps, nous ne savons plus écouter, c'est-à-dire être réellement attentifs, prêter attention, notamment à ceux qui souffrent, et surtout aux sans-voix. J'ai été frappée, lors du forum que j'ai organisé à Luxembourg en mars dernier sur le viol comme arme de guerre et dans les zones sensibles, de constater à quel point nous n'avons pas l'habitude de donner la parole à celles qui sont pourtant les premières victimes. J'ai pour ma part tenu à inviter 50 survivantes à être le cœur de ce forum. Croyez-moi, elles ont eu un énorme courage de témoigner et savent mieux que quiconque ce dont elles ont besoin. Je regrette que dans ce genre d'événement, l'on ne donne pas plus souvent la parole aux premières concernées. Ma troisième conviction est qu'il est urgent d'agir concrètement, chacun à son niveau, et que nous devons tous être des colibris face à une forêt en feu. Sur quelle thématique ? Ce sera la deuxième partie de mon intervention et je voudrais pointer 3 types d'initiatives. La lutte contre les violences faites aux femmes, l'éducation, l'indépendance économique. La lutte contre les violences tout d'abord. Quand en 2016, j'ai rencontré au Luxembourg le Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, il m'a dit « Il faut tracer une ligne rouge contre l'utilisation du viol comme arme de guerre ». J'ai été ébranlée par son témoignage et son action, puis je suis allée à la rencontre des survivantes de différents pays pour les écouter.
J'ai alors compris que depuis les années 90, le viol est, dans certains conflits, systématiquement utilisé et planifié comme arme de guerre et de destruction. C'est une bombe à fragmentation sociale à long terme, car les conséquences se font sentir sur plusieurs générations. À la violence du viol lui-même, qui est souvent accompagnée d'actes de torture, on ne le dit pas assez, s'ajoute la honte, les traumatismes et la mise à l'écart de la victime. Sans parler des enfants qui naissent de ces viols et sont considérés comme de véritables parias. Ces effets sont d'autant plus dévastateurs qu'à ces violences s'ajoute souvent le déni, le silence et l'absence totale de justice une fois la paix revenue. Or, le mensonge est un sol spongieux sur lequel rien de solide ne peut se bâtir. Et les pays qui passent ces violences sous silence, qui mettent la tête dans le sable et refusent de voir la réalité, ne préparent ni leur avenir ni le nôtre. Ne nous y trompons pas, la lutte contre les violences faites aux femmes n'est pas un sujet anecdotique qui ne concerne que des pays lointains. Les témoignages que nous avons portent sur des pays comme la Colombie, l'Ukraine, l'Afghanistan, la Syrie, le Kosovo, la Libye, la Birmanie, pour n'en citer que quelques-uns. Et ma conviction est que si nous laissons faire sans intervenir, nous fragilisons notre avenir commun, car nous laissons grandir des situations de chaos qui nous impacteront à terme. L'initiative Stand, Speak, Rise Up est donc née de ces rencontres multiples. Elle s'est traduite par une première conférence mondiale à Luxembourg les 26 et 27 mars dernier, où, comme je l'ai déjà dit, les survivantes ont eu la place centrale. Nous avons pu d'abord donner la parole aux victimes pour enfin les reconnaître, les écouter et comprendre ce qui est à l'œuvre, c'est-à-dire entendre leurs souffrances, tracer des pistes pour les aider à surmonter ce traumatisme majeur. Ensuite, travailler concrètement avec les associations, les organisations internationales, les experts, les praticiens, dont les hommes et les femmes qui sont sur le terrain, donc les hommes et les femmes sur le terrain, pour là aussi comprendre leurs difficultés, ce qu'il est possible de faire, ce sur quoi nous devons évoluer. Je voudrais vous illustrer quelques pistes d'action. Comment changer les systèmes judiciaires nationaux et internationaux pour faire justice, pour réparer? Comment utiliser les nouvelles technologies pour mieux protéger les victimes? Comment donner un statut aux enfants nés du viol? Vous le voyez, le travail est immense, laborieux, mais indispensable, et il ne fait que commencer. Mais il me semble plus que nécessaire, et il doit être poursuivi avec détermination. Je le répète, accepter toute forme de violence faite aux femmes, c'est saper le ciment de nos sociétés et son avenir. Le second thème qui me paraît majeur est évidemment l'éducation. Éduquer les enfants, c'est façonner l'avenir, nous le savons toutes et tous, mais je voudrais spécifiquement pointer l'éducation des jeunes filles, car éduquer les jeunes filles signifie changer profondément la société. Promouvoir l'éducation des jeunes filles, les inciter à poursuivre des études est un facteur de développement et de paix à court et à moyen terme. D'ailleurs, certains régimes ne s'y trompent pas. N'oublions pas que de 1996 à 2001, quand les talibans étaient au pouvoir en Afghanistan, il était interdit aux fillettes d'aller à l'école, aux femmes de travailler ou de voter. Alors je veux ici en profiter pour saluer l'action de mon amie et conseillère Shekeba Hachemi, qui, au travers de son association Afghanistan Libre, agit sur le terrain en faveur de l'éducation de jeunes filles en Afghanistan et permet à plus de 300 000 petites filles d'aller à l'école tous les jours. Et croyez-moi, c'est un dur labeur. Merci. Le troisième thème dont je veux parler ici est l'indépendance économique. Permettre aux femmes de vivre dignement de manière indépendante de leur mari est aussi un facteur clé pour l'avenir. Tous les métiers peuvent être exercés par des femmes et il faut continuer de lutter contre les clichés pour certaines professions. Mais je crois aussi que l'entrepreneuriat et la microactivité au féminin sont des éléments simples à promouvoir et puissants dans leurs effets.
et je veux saluer les travaux de mon ami Mohamed Younous sur ce sujet, mais aussi de beaucoup d'initiatives concrètes, comme l'ADI ou l'initiative de votre ancien président Pierre Gattaz. Ce dernier a porté la conviction de l'entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires de la ville, avec l'initiative de Moussa Camara, Les Déterminés. Désormais, il continue cette action de l'émancipation par l'activité économique, grâce à son fonds de dotation Y Croire, en se focalisant dans les territoires ruraux et semi-ruraux, en veillant à recruter au moins 50% de femmes dans ses promotions. Ainsi, l'éducation et l'activité économique des jeunes filles et des femmes sont les deux piliers qui me semblent clés pour préparer l'avenir. Je vous ai cité quelques initiatives, mais il en existe beaucoup d'autres, et il en faut plus encore, tant le problème est vaste. J'aimerais vous donner un petit exemple concret d'une expérience que j'ai eue au Bangladesh. Le premier voyage que j'ai fait au Bangladesh, il y a plus de 20 ans, j'avais rencontré une mère dans un village à 2 heures de Dhaka, de la capitale, une femme qui recevait des microcrédits du professeur Younous, une des nombreuses femmes de village. Elle élevait des poules et vendait les œufs de ces poules pour subvenir à ses besoins, pour survivre. Et cette femme avait un petit garçon de 10 ans que j'ai rencontré. J'ai quitté pleine d'admiration pour le travail du professeur et je suis retournée dans ce même village 10 années plus tard. 10 années plus tard, je revois la mère et à côté d'elle, un grand jeune homme, magnifique, beau comme tout, impeccable, qui se lève, qui me parle dans un anglais absolument parfait et qui me dit « Madame, aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage. Hommage au professeur Younous, hommage surtout à ma mère, parce que grâce à eux, je suis aujourd'hui pilote de ligne dans les lignes aériennes nationales du Bangladesh. » Cet exemple-là nous a bouleversés et émus, et je vous avoue que le professeur Younous, la maman et moi étions en larmes tous les trois, et que nous avons... le professeur m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a dit « Croyez bien que je n'aurais jamais, dans mes rêves les plus fous, imaginé que la première génération, les enfants de la première génération de femmes qui reçoivent des microcrédits arrivent au niveau universitaire. Dans mes espoirs les plus fous, j'espérais qu'ils fassent le primaire. Or, à la première génération aujourd'hui, pour le professeur, il y a des infirmières, des médecins, des pilotes. Enfin, et ce sera la dernière partie de mon intervention, je voudrais évoquer avec vous ce que vous, chefs d'entreprise, cadres, dirigeants engagés, pouvez faire et comment vous pouvez agir, car vous avez une responsabilité forte sur l'avenir qui se prépare. Je partage l'analyse du MEDEF, qui disait, voilà quelques années, que l'entreprise est désormais au cœur du développement économique, social et sociétal de nos sociétés. Je partage aussi l'idée qu'il ne peut y avoir de prospérité sociale ou environnementale sans prospérité économique. Mais dire cela signifie également que les entrepreneurs ne peuvent plus se contenter de rester dans leur simple champ économique et les entreprises doivent se saisir de sujets nouveaux, notamment des sujets sociétaux. La vision doit être holistique, car tous les défis qui se présentent à nous aujourd'hui sont interdépendants. Comprenons-nous bien, je ne suis certainement pas pour ajouter des contraintes, des règles, des lois et des règlements. Je suis en revanche pour que les entreprises assument volontairement ce rôle nouveau de ciment de la société, participent selon leurs moyens et leurs possibilités et soient créatives et novatrices face à ces défis. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire et que pouvez-vous faire? Là encore, je vois beaucoup d'initiatives pertinentes. Je pense par exemple aux actions menées par certains de nos grands groupes en lien avec le professeur Younous pour développer des initiatives de social business. Mais je ne veux pas citer toutes les initiatives et faire ici un catalogue de bonnes pratiques que certains font déjà très bien. Je veux profiter de ce forum pour vous proposer 3 actions simples et concrètes que vous toutes et tous pouvez porter facilement,
quelle que soit la taille de votre entreprise et votre situation. Première action, agir au sein de votre entreprise sur le sujet de la politique d'égalité homme-femme. Impliquez-vous personnellement sur ces sujets dans le long terme. Soyez présent et à l'écoute. C'est un premier pas, mais il est important d'être exemplaire en la matière. Deuxième action, prendre la parole sur les sujets de lutte contre les violences faites aux femmes, d'éducation des jeunes filles et de l'entrepreneuriat. Je crois en effet que vous, chefs d'entreprise, avez un rôle essentiel dans nos sociétés. Tous les sondages le montrent, les entreprises sont considérées comme des acteurs crédibles, notamment les PME. Alors expliquez et prenez la parole. Pas forcément dans les médias ou les réseaux sociaux, mais au moins en interne, vis-à-vis de vos salariés ou en soutenant de manière visible certaines causes, en étant impliqués, en expliquant. Votre parole est précieuse. Enfin, évidemment, troisième action, soutenir financièrement les acteurs qui agissent au quotidien et dans le concret. Je ne parle pas forcément de mon initiative, mais aussi de toutes celles qui contribuent à redonner aux femmes un rôle moteur dans la société, aux côtés des hommes, que ce soit en France ou à l'étranger. Car plus nous aiderons les hommes et les femmes qui se battent pour le droit des femmes dans tous les pays, mieux nous travaillerons à construire une paix future. Il est temps pour moi de conclure. Je veux en profiter pour mettre en garde les plus jeunes d'entre nous. Nos sociétés européennes ont progressé dans la voie de l'égalité et elles sont de loin les plus avancées en la matière. Certains et certaines croient que le combat est désormais fini. Je ne le crois pas. Je peux même témoigner que la misogynie est un sujet qui nous touche encore toutes, quelle que soit notre position et notre action. Et je veux ici en profiter pour rendre hommage à mon mari, qui me soutient activement dans mes combats et qui les partage. Je suis très consciente que sans son soutien sans faille, je sais que j'aurai beaucoup plus de mal à avancer concrètement au quotidien. Rappelons-nous toujours que l'égalité, le respect de l'autre, l'écoute et la bienveillance sont une lutte de tous les instants. Et le pire qui puisse nous arriver serait de déposer les armes. Alors ne commettons pas cette erreur et mobilisons-nous. Il en va de notre avenir. Je vous remercie de votre attention.